Il existe un instant particulier, suspendu entre deux respirations, que la plupart des gens ne remarquent jamais. Ce n'est pas un instant bruyant. Il ne s'annonce pas. Il ne frappe pas à la porte avec le fracas des grandes révélations ni avec la lumière théâtrale des épiphanies de cinéma. Il arrive comme arrive le vent dans une pièce fermée. On ne sait pas par quelle fissure, mais soudainement les rideaux bougent et quelque chose dans l'air a changé. Cet instant ressemble à une question que personne n'a posée à voix haute, mais que tout le monde porte quelque part, enroulé autour d'une côte, logé dans la gorge, enfoui sous des années de gestes répétés et de matins qui se ressemblent. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont le temps fonctionne, non pas comme une ligne droite tendue vers un horizon prévisible, mais comme une eau qui cherche son chemin entre les pierres, qui recule parfois, qui tourbillonne, qui disparaît sous la surface avant de réapparaître plus loin, transformée. On croit avancer, et peut-être avance-t-on, mais dans quelle direction ? Et qui décide de la direction ? Et y a-t-il seulement une boussole capable de pointer vers ce que l'on cherche sans encore savoir que l'on cherche ? Penser au temps, c'est toujours, d'une certaine façon, penser à soi. Et penser à soi, c'est entrer dans un territoire qui ressemble à une forêt ancienne vaste, traversée de lumières changeantes, peuplée de sons familiers qu'on ne saurait pourtant nommer avec certitude. Les chemins qu'on y trace sont rarement droits. Certains reviennent sur eux-mêmes sans que l'on s'en aperçoive, et l'on se retrouve devant le même arbre, la même pierre, le même carrefour silencieux, comme si la forêt avait bougé pendant qu'on marchait. Il y a des philosophes qui ont passé leur vie entière à tenter de comprendre ce phénomène. Pourquoi l'être humain revient-il toujours aux mêmes endroits intérieurs, même lorsqu'il croit explorer de nouveaux territoires ? Pourquoi les mêmes thèmes, l'amour, la perte, la reconnaissance, le manque de quelque chose d'indéfinissable continuent-ils de surgir à travers les âges, les cultures, les langues, comme si la condition humaine était tissée de quelques fils récurrents que personne ne choisit vraiment, mais que tout le monde finit par tenir entre ses mains. Peut-être que ce n'est pas à défaut du voyage. Peut-être que le retour est, lui aussi, une forme de découverte. Une découverte que l'on ne peut faire qu'en mouvement, jamais en restant immobile. Il y a une phrase que l'on entend souvent dans les conversations ordinaires, dans les cafés où les voix se mêlent au bruit des tasses, dans les couloirs d'attente où le temps semble plus épais qu'ailleurs. Le bon moment n'est jamais là. On le remet. On le suspend comme un vêtement que l'on n'ose pas porter encore parce que la saison ne semble pas tout à fait juste, parce que quelque chose manque, parce que le contexte n'est pas encore parfait. Mais qu'est-ce que le bon moment ? Exactement ? Est-ce un état objectif du monde extérieur, une configuration particulière des circonstances, une confluence rare d'occasions favorables, ou est-ce quelque chose de plus intérieur, de plus subtil, de moins mesurable ? Certaines traditions anciennes parlaient de kéros, ce mot grec qui désignait non pas le temps qui passe, le chrono du calendrier et des horloges, mais le temps qui arrive, le moment qualitativement différent des autres, le moment chargé, le moment juste. La distinction est éloquente. On peut traverser des années entières dans le chrono sans jamais rencontrer un seul instant de kéros. Et inversement, une seule journée peut en contenir plusieurs, si quelque chose en soit suffisamment ouvert pour les reconnaître. Mais comment sourd-on à ce que l'on ne peut pas prévoir ? Et comment apprend-on à distinguer le moment juste du simple désir que le moment soit juste, la maturité réelle d'une situation de la narration confortable que l'on construit pour ne pas avoir à la traverser ? Les relations humaines sont peut-être l'endroit où cette question se pose avec le plus de force et de délicatesse. On rencontre quelqu'un, et quelque chose se passe, ou ne se passe pas, ou se passe autrement que prévu, ou se passe exactement comme prévu, mais produit un effet complètement différent de ce qu'on imaginait. Ce quelque chose est difficile à nommer. Ce n'est pas simplement de la chimie, même si la biologie a ses mots pour cela. Ce n'est pas seulement de l'histoire partagée, même si l'histoire compte. C'est peut-être la rencontre de deux temporalités intérieures, deux façons différentes d'habiter le temps, de se rapporter au passé, d'anticiper l'avenir, de supporter ou d'accueillir l'incertitude du présent. Certaines rencontres semblent improbables, presque accidentelles, et pourtant elles durent. D'autres semblent parfaitement logiques, construites sur des bases solides, et elles s'effritent quand même, lentement, comme une façade de pierre qui cède non pas sous un choc unique, mais sous l'accumulation silencieuse des intempéries. Qu'est-ce qui fait tenir quelque chose dans la durée ? Est-ce la volonté, la chance, la compatibilité de deux visions du monde, ou est-ce quelque chose de plus mystérieux, une forme d'accord tacite entre deux personnes sur la façon dont elles vont ensemble regarder ce qui les dépasse ? Il n'y a peut-être pas de réponse définitive. Mais la question elle-même, posée honnêtement, dans le silence d'une réflexion authentique, a déjà quelque chose de précieux. Elle empêche de traiter les liens comme des acquisitions et oblige à les considérer comme des processus vivants, fragiles et résistants à la fois, comme ces plantes qui poussent dans des anfractuosités de rochers là où personne n'aurait pensé que quelque chose pourrait croître. Et puis il y a la conscience, ce phénomène étrange et vertigineux d'être en même temps celui qui vit et celui qui observe vivre. Les scientifiques l'appellent métacognition ou conscience réflexive. Les poètes lui donnent d'autres noms,
Les mystiques en parlent comme d'un miroir infini. Mais quelle que soit l'étiquette, l'expérience est universelle. Il y a des instants où l'on se surprend à exister. Pas de manière abstraite, pas comme un concept philosophique, mais concrètement. Dans le corps, dans la chair du moment présent, on respire, on pense, on ressent, et quelque chose en soi prend note de tout cela avec une curiosité étrange, presque étrangère. Qui est celui qui observe? Est-il différent de celui qui est observé? Et si la conscience est un miroir, reflète-t-elle fidèlement ce qui est, ou déforme-t-elle toujours légèrement l'image selon l'angle où l'on se tient? Ces questions ne sont pas que des exercices intellectuels. Elles ont des conséquences pratiques, profondes, sur la façon dont on interprète ses propres désirs, dont on juge ses choix passés, dont on construit le récit de qui l'on est. Car le récit que l'on fait de soi n'est jamais neutre. Il sélectionne, il organise, il accentue certains éléments et efface d'autres, il crée une cohérence là où il y avait peut-être de la contradiction et de l'ambivalence. Et cette cohérence, aussi nécessaire soit-elle pour naviguer dans la vie quotidienne, peut parfois devenir une prison, une histoire trop bien fermée qui ne laisse plus entrer rien de nouveau, qui résiste à la mise à jour, qui défend son propre immobilisme au nom de la continuité. Il existe des signes dans l'existence que l'on apprend à lire seulement rétrospectivement. Des petits événements qui, sur le moment, semblaient insignifiants, une conversation anodine avec un inconnu, un livre ouvert au hasard sur une page particulière, un retard inattendu qui vous fait croiser quelqu'un, une décision prise presque par paresse et qui change la trajectoire de 5 années. On ne peut pas les voir venir. On ne peut pas les planifier. Mais on peut peut-être apprendre à ne pas trop vite les écarter, à leur laisser un peu d'espace avant de refermer le livre, à ne pas toujours exiger d'eux qu'ils se justifient immédiatement. Il y a une certaine sagesse dans l'art de tolérer l'ambiguïté, de vivre avec une question ouverte sans vouloir la forcer vers une réponse prématurée. Ce n'est pas de la passivité. C'est une forme d'intelligence qui reconnaît que certaines choses se révèlent dans le temps et que les accélérer serait les détruire, comme on détruirait une fleur en l'ouvrant de force avant qu'elle soit prête à s'ouvrir. Il y a des processus qui ont leur propre rythme, et ce rythme n'est pas toujours celui de l'impatience contemporaine. Ce n'est pas non plus le rythme de la résignation ou de l'abandon. C'est le rythme de la graine qui devient arbre invisible, patient, puissant dans sa lenteur même. La connaissance de soi est peut-être le plus long des voyages. Non pas parce que l'être humain serait fondamentalement opaque à lui-même, même si cette opacité existe, partielle, variable, mais parce que ce que l'on est ne cesse pas de changer. On ne cartographie pas un territoire fixe. On cartographie quelque chose qui se modifie pendant que l'on cartographie, quelque chose qui réagit à l'observation, qui évolue sous l'effet des rencontres, des pertes, des découvertes, des désillusions et des émerveillements. Ce que l'on croyait savoir de soi à 20 ans peut être devenu méconnaissable à 40. Et ce n'est pas nécessairement un échec. Ce peut être la preuve d'une vie habitée, d'une existence suffisamment vécue pour laisser des traces sur l'architecture intérieure. Les questions que l'on se pose changent aussi. On ne cherche pas les mêmes réponses à différents âges de sa vie, parce que les questions elles-mêmes se transforment. Ce qui semblait être une question sur le futur se révèle être une question sur le présent. Ce qui semblait être une question sur les autres se révèle être une question sur soi. Et parfois, ce qui semblait être une question se révèle être, en réalité, une réponse encore mal comprise, attendant patiemment que l'on se retourne pour la voir. Il y a quelque chose de libérateur, peut-être, dans l'idée que le bon moment n'est pas une destination que l'on atteint au terme d'un effort particulier, ni une récompense accordée par le hasard à ceux qui ont su attendre. Le bon moment est peut-être moins une circonstance externe qu'une disposition interne, une qualité d'attention, une forme de présence à ce qui est, une capacité à reconnaître dans ce qui arrive non pas la parfaite configuration espérée, mais la possibilité réelle, imparfaite et suffisante, de commencer quelque chose. Toutes les grandes choses humaines ont commencé dans l'imperfection des circonstances. Toutes les œuvres qui ont traversé le temps ont été créées dans des contextes qui n'étaient pas idéaux. Toutes les relations qui ont compté ont commencé avant que leur protagoniste soit prêt. Ce n'est pas un argument pour l'imprudence. C'est une observation sur la nature de l'existence. Elle ne se met pas en attente pendant que l'on se prépare. Elle continue, avec ou sans consentement. Et ce qui s'y joue ne peut se jouer que dans le présent réel, non dans le présent hypothétique et parfait que l'on fabrique en imagination. Quelque part entre la précipitation et l'immobilisme, entre l'impulsivité et la procrastination infinie, il y a un espace que l'on pourrait appeler l'écoute active du réel. Ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une méthode que l'on peut apprendre en cette étape. C'est plutôt une façon d'être en rapport avec ce qui se présente, curieux sans être anxieux, attentif sans être figé, ouvert sans être naïf. Ceux qui ont cultivé cela ne sont pas nécessairement des sages retirés dans des monastères. Ce sont souvent des personnes ordinaires qui ont traversé assez de choses pour ne plus confondre la carte avec le territoire, qui ont appris parfois douloureusement que la réalité a toujours quelque chose à dire que le plan initial n'avait pas prévu.
Cette disponibilité au réel ne supprime pas l'intention ni la direction. Elle les rend simplement plus souples, plus capables de s'ajuster sans se briser, comme un arbre dont les racines profondes permettent aux branches de plier dans le vent sans arracher le tronc. Et le temps, dans tout cela, continue son travail silencieux. Il transforme ce que l'on a vécu en quelque chose que l'on peut comprendre différemment. Il déplace les perspectives. Il efface certains contours et en accentue d'autres. Il révèle parfois, dans ce qui semblait être une impasse, l'entrée d'un chemin que l'on n'avait pas vu. On dit parfois que le recul est un luxe, qu'il faut du temps pour avoir du temps. Mais peut-être que le recul ne s'obtient pas seulement en attendant. Peut-être que l'on peut apprendre à créer une certaine distance intérieure même dans l'immédiat des choses, à regarder sa propre vie avec la même curiosité bienveillante que l'on accorderait à l'histoire d'un autre, non pas pour se distancer de ce qui est ressenti, mais pour ne pas être entièrement submergé par la vague au point de perdre de vue la totalité de l'océan. Il y a une sérénité particulière qui n'est pas l'absence de mouvement, ni l'absence de désir, ni l'indifférence aux choses. C'est une sérénité qui coexiste avec la plénitude, avec l'engagement dans ce qui importe, avec la conscience que les choses changent et que le changement lui-même peut être habité sans terreur. Elle ressemble à ce que l'on ressent parfois au sommet d'une colline, après une longue montée, quand on se retourne et que l'on voit d'un seul regard le chemin parcouru, les détours, les moments où le sentier semblait disparaître sous les herbes hautes, et puis plus loin, beaucoup plus loin, la vallée d'où l'on est parti, qui depuis s'y ressemble à quelque chose de beau et de cohérent, même si sur le moment elle semblait simplement être le quotidien ordinaire. La vie vue de là-haut, et cette hauteur n'est pas nécessairement géographique, est peut-être une hauteur de conscience, un moment de clarté, une pause dans l'agitation. La vie vue de là-haut n'est pas moins complexe, mais elle est autrement lisible. Elle révèle ses propres motifs. Elle montre comment les filles se croisent. Et dans cette révélation, quelque chose en soi respire plus librement, non parce que les problèmes ont disparu, mais parce que l'on a retrouvé quelque chose comme une perspective, quelque chose comme un horizon, quelque chose comme la certitude tranquille que l'étendue de ce qui existe dépasse, de très loin, ce que l'on en voit depuis l'endroit précis où l'on se tient en ce moment.